Dans le podcast AWS en français, cette semaine, on parle de platform engineering, de tourner à gauche, tourner à droite, en haut, en bas, enfin, on vous explique tout ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins dans toutes les bonnes applications de podcast, Spotify, Apple, YouTube, Deezer. J'ai l'habitude de dire si c'est une bonne appli de podcast en général. Vous nous trouverez facilement. Parlez-en autour de vous également, à vos collègues, à vos amis. C'est comme ça que la communauté grandit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, curieux pour les développeurs, très connu pour les grandes entreprises, peut-être un peu moins connu pour les plus petites structures de développement, mais quelque chose qui fait beaucoup parler. Il y a des livres sur le sujet. J'ai mentionné le mot platform engineering. On va essayer de définir ça avec mes deux invités. Claude Ampini à ma droite. Ah, mais vous êtes tous les deux à ma droite. Claude Ampini et Olivier Jacques. Vous êtes tous les deux consultants pour ProServe chez AWS. Olivier, tu étais déjà venu dans le podcast il y a quelques mois ou l'année passée pour parler de stratégie de développement Git. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur les différentes méthodes de développement autour de Git, je vous mets le lien évidemment vers cet épisode dans les notes de ce podcast. Je vous ai vu passer sur les réseaux sociaux avec un talk que vous faisiez qui parle de shift down, on part vers le bas. Et puis je vous ai appelé, on s'est parlé, vous m'avez parlé de shift left, tourner à gauche, tourner à droite. J'en ai eu le tournis, c'est quoi? Où est-ce que je mets mon clignoteur? D'où je pars, où je vais? Ouais, bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors on va essayer peut-être d'avoir une carte Ouais. et savoir où on va. Donc effectivement, shift right, left et down. Alors le shift, c'est plutôt un décalage. Alors on va peut-être revenir un petit peu en arrière. Et le shift right, c'était quoi? C'était que, mettons que on a une image mentale avec des développeurs à gauche et plutôt les opérations à droite. Et à droite, donc right, on a beaucoup de support, de maintien de service. Il faut faire attention à ce que tout ça fonctionne et continue de fonctionner et qu'on tombe pas et qu'on ait bien des bons backups et des bonnes stratégies de restore. Les Ouais, opérations. c'est la grande division qu'il y a traditionnellement dans les grandes boîtes, dans les services informatiques. Enfin, moi, j'ai connu ça quand j'étais consultant il y a 20 ans dans un autre pays, dans un autre siècle, où les développeurs ne parlaient même pas aux opérations. Et inversement, c'était dans des bâtiments différents, ils se connaissaient pas. Des bâtiments différents, à des étages différents, souvent les développeurs à la cave, enfin les opérations à la cave et les Près des data développeurs en haut. centers. Non, mais c'est très caricatural. Mais on a évolué. Mhm. On a tous évolué en tant qu'industrie et on a fait notamment quelque chose qu'on a appelé le shift left, c'est-à-dire qu'on a décalé des choses vers la gauche, donc vers les développeurs, les développeuses. Et en décalant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a dit, euh, il y a la fameuse phrase de Werner Vogel qui est You build it, you run it. C'est vous qui le construisez, c'est vous qui allez l'opérer. Et donc, on a rajouté plus de responsabilités vers ces développeurs. On a fait un shift left et qui dit plus de responsabilités, ça veut aussi dire plus de charge cognitive. C'est-à-dire que les développeurs aujourd'hui, alors ils ont besoin de savoir déjà comment développer leur code, être proche des utilisateurs pour qui ils vont développer une application. Ils ont besoin de savoir tous les frameworks JavaScript. Ils ont peut-être besoin de savoir comment on fait de l'infrastructure as code. Et donc, tout ça, c'est de la charge cognitive supplémentaire, en plus, on va dire, de leur métier, on va dire, de développeur tel qu'on l'entend au quotidien. C'est marrant parce que j'écoutais un podcast hier où il y avait plutôt des sysadmins autour de la table et eux disaient c'est bien le DevOps, mais un développeur va pas nécessairement faire le même choix qu'un sysadmin. Et est-ce qu'on ne devrait pas donner plus de dev aux opérateurs plutôt que donner plus d'ops aux devs? C'est exactement l'idée en fait d'opérer ce shift down. Alors bonjour à tous, je me Salut présente, je Claude. suis Claude Ampigny. Et oui, tout à fait, c'est l'idée justement d'opérer ce shift down. En fait, on se rend compte que comme tu disais, les développeurs ne sont pas nécessairement des sysadmins et qui ne sont pas en mesure de faire les meilleurs choix tout le temps ou comme Olivier le disait, plus on augmente leur niveau de responsabilité, plus on augmente la charge cognitive et plus on Mhm. augmente le nombre de choix qu'ils ont à faire. Donc ça devient de plus en plus
on va pas dire impossible, mais de plus en plus compliqué pour les développeurs de faire les bons choix. Donc l'idée, c'est justement d'avoir alors ce qu'on appelait sysadmin, qu'on va peut-être renommer en plateforme engineer maintenant, qui vont être là pour justement mettre tous ces choix dans ce qu'on appelle une couche basse, d'où le shift down, et qui vont en fait permettre de de structurer de structurer tous ces choix en couches, en primitives, on va dire, qui permettent aux développeurs de ne plus avoir à faire ces choix. Donc ils ont tous les choix qui sont sur étagère, ils n'ont qu'à décider qu'est-ce qu'ils veulent faire, et tous les choix ont déjà été pris, tous les choix sont déjà codifiés, tous les choix sont déjà prêts à emploi, et donc ils peuvent les utiliser de façon plus simple. Est-ce que ça revient à faire un framework pour mes développeurs pour qu'ils puissent rentrer facilement dans les standards de l'entreprise en matière de sécurité, de logging, de haute disponibilité, etc. Ou c'est plus qu'un framework? Oui, alors je vois le vieux Sioux qui connaît tous les constructs ou tous les modèles mentaux anciens, on va dire, ou en tout cas qui datent. Et en fait, oui, tu as tout à fait raison. On ne réinvente rien. Ce sont des frameworks, mais ce sont des frameworks qui vont un peu plus loin que ce qu'on avait dit. Je crois que tu as parlé de frameworks de développement qui étaient vraiment structurés sur le développement, sur le logging, le monitoring des applications. Et ben là, on va aller un cran plus loin et on va aller jusqu'aux couches d'infrastructure, jusqu'aux couches de stockage et jusqu'aux couches d'observabilité qui est finalement le monitoring sur toute la stack applicative pour parler en bon anglicisme. Et t'as dit le mot, hein, t'as dit platform engineering, et tout ça c'est lié. C'est la même chose. On parle de la même chose quand on dit shift down et platform engineering. C'est deux concepts séparés, ça se rejoint comment, etc. Peut-être commencer par, c'est quoi platform engineering? C'est ça, donc la définition, on va revenir à la définition du platform engineering. Alors déjà, la plateforme, c'est quoi? Donc c'est un produit interne, c'est un produit, première chose, donc on va parler de ce que c'est qu'un produit. Il est interne, ça veut dire qu'il est fait par l'entreprise. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise et pour les développeurs et les développeuses de l'entreprise et ceux qui opèrent également. Et donc, c'est finalement un ensemble d'API, de self-service, d'outils communs, de bases de connaissances, de documentation et de support qui va être associé. Le platform engineering, donc l'ingénierie de plateforme, c'est la discipline qu'on va associer à ça, qui va permettre avec laquelle on va développer et puis mettre à disposition cette plateforme. Et donc, l'engineering là-dedans est important. Parce qu'il faut le développer, le tester et l'opérer. Ouais. Et là, je comprends mieux ce que Claude disait il y a 2 minutes. Moi, je parlais de framework un peu à l'ancienne, une librairie qu'on met dans son code. Mais ici, c'est vraiment une plateforme de développement, voire même de déploiement, puisqu'on est dans le cloud ici. Donc, je suppose que ça peut inclure de l'infrastructure as code et enfin, tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer une application en production. Ouais, donc effectivement, ça va inclure tout ça. Ça va aussi permettre je pense que c'est intéressant aussi de contraster de positionner la plateforme interne destinée aux développeuses et aux développeurs de l'entreprise avec d'autres plateformes qui vont être sous cette plateforme, qui vont amener des fondations, comme le cloud, qui lui va amener des fondations et des briques techniques pour supporter cette plateforme interne. Ça ressemble à quoi une plateforme dans une grande boîte? Par vos métiers, tous les deux, vous êtes amenés à travailler chez des très grands clients. Techniquement, ça ressemble à quoi? Je suis développeur, j'arrive, je me retrouve face à quoi? On peut peut-être parler des produits. Quand on dit que la plateforme, c'est un produit, on peut parler des produits et des livrables d'une plateforme. Donc, exemple de produit, ça va être un parcours de référence. On dit aussi en anglais des golden paths, qui vont dire, pour une application de type web, on va y avoir une single page application, des choses comme ça. L'architecture, ça va être ça. Donc, si vous suivez ce type d'architecture pour développer, pour tester, pour opérer et pour maintenir cette application, en fait, on vous a fait un chemin pavé d'or où tout est plus simple. Les revues d'architecture sont plus simples parce que ça a été préapprouvé. Tout ce qui est sécurité a en tout cas un certain niveau de sécurité qui est associé. Donc ça, c'est les parcours, ces fameux parcours de référence, c'est un des produits d'une plateforme.
Et juste un point, en fait, pour compléter ce qu'Olivier vient de dire, pourquoi on essaie de faire ce parcours pavé d'or, justement, ce parcours de référence? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, quand le cloud permet de gagner en agilité, mais quand on vient rajouter les contraintes de l'entreprise, les règles de sécurité, les règles d'architecture, les contraintes d'urbanisation, les contraintes réseau, les contraintes de monitoring, et ainsi de suite, en fait, le parcours devient assez compliqué. Donc, on a des clients qui nous ont un peu appelé à la rescousse en nous disant, écoutez, on gagne du temps sur le cloud, effectivement, on peut aller hyper vite, mais finalement, quand on cherche à faire une simple application single page ou une application web, je suis à un mois ou je suis à un mois et je suis gentil en disant ça pour pour créer cette application avec des équipes qui sont généralement nouvelles. Donc c'est pas, on n'a pas forcément des équipes qui connaissent, qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, donc elles ne connaissent pas les règles d'urbanisation. Donc chaque fois qu'elles doivent refaire ce parcours, ça devient un peu un parcours du combattant. Mhm. Donc l'idée pour nous, c'était d'implémenter, encore une fois, c'est primitif, ce parcours de référence, et on a permis aux clients de développer des métriques ou des KPI, comme on dit en anglais, hem, des KPI assez simples. On a un client qui a implémenté un KPI qu'il appelle Time to Hello World. Time Donc to time Hello World. Donc le temps qu'il exactement, faut pour déployer une première application de base c'est ça, pour un c'est nouveau exactement développeur. exactement. C'est le temps qu'il faut dans un contexte entreprise pour finalement créer une application, en tout cas créer une page et puis afficher un Hello World. On a réussi en aidant ce client à passer de 4 semaines à quelques heures ou en tout cas une journée pour permettre aux développeurs qui ne connaissent pas le contexte de l'entreprise, en s'aidant d'une bonne doc, en s'aidant des outils qu'on a créés, en s'aidant de tout ce framework, on va dire, donc tout ce côté platform engineering et des primitives qu'on a créés, de déployer hyper rapidement et de pouvoir se concentrer sur son métier finalement, qui est de fournir des applications et de De répondre développer, de ouais, développer. aux besoins du métier. Je peux caricaturer, simplifier un peu. J'ai une vision très naïve. Vous allez me dire non, c'est plus compliqué que ça. Mais est-ce que c'est juste quelques pages wiki pour la doc, un script pour le scaffolding, donc créer un projet à partir de rien, peut-être un template CloudFormation pour pouvoir déployer ça facilement. Est-ce que ça c'est déjà du platform engineering Je vais commencer ou c'est trop simple ce que je suis en train de dire? Je vais commencer, puis je vais laisser Olivier continuer. Alors oui, ça commence généralement par, par une belle Comme page de ça. documentation telle qu'on aime les faire en documentation as code. Et puis ça continue sur des templates d'infrastructure as code, des templates de pipeline CI/CD qui viennent avec un certain nombre de contrôles à la fois du code, à la fois de l'infrastructure, à la fois on va dire de vérification des contrôles de sécurité. Et puis ça vient aussi avec du code, un repo de code, un Git, qui est déjà, on va dire, templatisé ou en tout cas, hem, développé avec une page hyper simple, un simple hello world, qu'on peut modifier. Et Olivier, j'ai pas oublié des les choses, hein. actions sont déjà là, le CI/CD est déjà là, tout ça, ça fait partie Le d'un package qu'on donne CI/CD aux développeurs. exactement, le CI/CD est déjà là, les pipelines sont déjà là. On va dire même qu'on va aller maintenant jusqu'au monitoring qui va être là, et puis on peut même aller, et c'est ce qu'on est en train de voir comme tendance, on peut même aller jusqu'à du GenAI, pourquoi pas, qui est déjà aussi présent pour éventuellement monitorer les incidents et aider à les résoudre plus rapidement. C'est un très bon début, un bon démarrage de plateforme. Il y a beaucoup de composants techniques, mais il y a surtout aussi un composant humain à tout ça. Parce qu'une plateforme qui reste là sur étagère, c'est une plateforme qui sert à rien. Ouais, ça prend la Pour lequel poussière et puis ça prend rien. Ouais. et voilà, on peut avoir dépensé beaucoup d'argent. Alors, on s'adresse à qui? On s'adresse aux développeuses et aux développeurs. Et donc, ça veut dire qu'ils ont leur façon de fonctionner. Eh ben, ça veut dire, je résume un peu, mais c'est avec Git, c'est avec du code et c'est avec des éléments techniques. Donc, il faut fournir la plateforme donc, en tant qu'API. Il faut fournir du code d'exemple. Et puis,
tous ces utilisateurs de la plateforme, utilisatrices, sont aussi des développeurs et donc des contributeurs en puissance à la plateforme. Donc c'est hyper important, on pense, d'avoir un modèle inner source, c'est-à-dire de l'open source, mais en interne. C'est-à-dire que le code de la plateforme est ouvert, il est disponible sur Git. On peut le prendre, ce qu'on appelle le forker, le descendre, et puis faire des contributions. Et en faisant comme ça, et si vraiment on accepte les contributions et être vraiment hyper accueillant dans la gestion de la plateforme et à ces contributions-là, avoir une plateforme qui vit, qui est adoptée et qui sert vraiment les développeurs. Qui est utilisé. Exactement, parce qu'avoir une plateforme un peu tour d'ivoire où c'est fait par des architectes à un très haut niveau et en fait finalement qui manque ce qui est important pour les développeuses, c'est ça, on va rater le coche en fait. Et donc l'inner source, c'est aussi un élément important. Qui sont les platform engineers dans une grande entreprise? Tu parles des architectes, est-ce que ça part? Je sais que dans des grandes entreprises, il y a des groupes d'architecture transversaux qui définissent les règles, les guidelines de sécurité. Est-ce que c'est eux qui se mettent à coder, qui créent le platform engineering au départ, la plateforme au départ? Je pense que tu as dû certainement entendre parler des fameux CCOE ou des COE. Cloud Center of Excellence. Exactement. Donc on se rend compte que beaucoup des plateformes ingénieurs finalement sont des CCOE qui ont évolué et qui évoluent vers une approche produit et qui évoluent vers une approche on va dire plus orientée sur l'expérience des développeurs, plus orientée sur le self-service pour permettre aux différentes équipes produits de tirer profit du cloud sans avoir besoin de les appeler tout le temps. On a des clients aussi qui finalement cherchent à se dire, écoutez, si chaque fois qu'un développeur cherche à créer une application sur le cloud, il est obligé d'appeler, de créer un ticket, c'est pas finalement super C'est intéressant. pas agile, hein, ouais. C'est pas si révolutionnaire que ça. Donc l'idée c'est comment finalement on arrive à alors je vais utiliser un barbarisme, mais comment on arrive à productiser tout ça pour faire en sorte qu'il soit le plus facilement utilisable. Donc oui, donc pour répondre à ta question, les plateformes ingénieurs sont souvent au sein du CCOE qui est en train de se muer vers une approche produit et vers une approche self-service et automatisation des produits ou des services qu'ils fournissent. Ça fait plusieurs fois que vous dites une approche produit. Ça veut dire quoi, une approche produit? Ça veut dire qu'il faut un product owner, un product manager, il faut des post-it jaunes et des cabanes et du scrum? C'est une très bonne base. Donc l'approche produit, c'est déjà, tu as un produit, imagine que c'est un produit, on va dire que tu mets sur étagère dans une grande surface de distribution. Et donc tu vas avoir ton marketing déjà du produit. C'est hyper nouveau. Avoir un marketing Interne. pour produit interne, exactement, ça c'est hyper nouveau. Et c'est hyper intéressant à voir. On a des clients qui font ça super bien. Et donc ils ont des avocats qui font des developer relations pour ça. Donc un département marketing. Alors quand je dis département, ça peut être une personne ou une demi-personne. D'accord, la taille de la structure doit s'adapter. Un département développement, département de test, un département aussi de service qui va prendre en compte peut-être la formation, voilà, formation, l'accompagnement à la mise en œuvre, dépannage, le SAV. Donc tout ça, oui, ça c'est l'approche produit. Donc bien gérer ses priorités, peut-être on prend les besoins clients qui sont en l'occurrence là les développeuses et les développeurs internes. Et puis implémenter ça et prioriser tout ça pour continuer à faire évoluer la plateforme. C'est le risque, non, quand des développeurs développent des outils de développement, on se dit ouais ça serait cool, ça serait cool, ça serait cool, et de faire des trucs qui au final sont super cool, mais que personne n'a besoin ou personne n'utilise. C'est exactement ça. En fait, on se rend compte que dans l'approche produit, on a aussi des personnes qui ne sont pas des développeurs et qui sont, alors chez nous, ça c'est généralement être des advisors AWS, mais qui vont chercher à trouver le meilleur produit. C'est pas évident en fait de savoir de quoi les gens ont besoin, comment il faut leur fournir le service et de pas passer à côté de son produit et d'investir du temps dans des choses qui finalement en valent peu ou pas la peine. Donc oui, donc ça c'est une discipline aussi d'essayer de finalement de chercher
les meilleurs produits, ou en tout cas les produits qui répondent aux besoins des clients, sans être dogmatique. Parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que on peut passer du temps sur un produit et puis les gens l'utilisent de façon complètement différente ou que leur besoin est complètement différent. Donc il faut le faire évoluer. D'où, en tout cas en interne, ce que disait, je rebouclais avec ce qu'Olivier disait, d'où le besoin d'inner source, sans être dogmatique. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer les besoins avec les besoins clients, et comment est-ce qu'on arrive à prendre des retours clients et à les intégrer dans le produit. Ça fait aussi écho à quelque chose qui est très amazonien, qui est la prise en compte. Mécanisme. euh, Les mécanismes, les loops de feedback, c'est ça que t'as dit. Exactement, la prise en compte de ce qu'on appelle des product feature requests, des PFR. Donc de collecter les besoins des clients, de les analyser et puis de savoir, ok, ben sur ce produit-là, on a X retours de clients qui veulent faire ça. Bon, c'est pas la direction qu'on voulait, mais les clients demandent, donc on va faire. Et puis on avait peut-être d'autres priorités qu'on va retarder ou qu'on va faire un peu différemment parce que l'objectif c'est de répondre à ce que les clients en demandent et pas d'avoir des produits qui restent qui restent sur Sur étagère et qui étagère. servent à Et qui prennent la poussière, j'aime bien cette image là, du code qui prend la poussière. Le, le fait que ça soit des plateformes, ou que ça puisse être des plateformes open source en interne également, et que les utilisateurs puissent contribuer, je crois que c'est un levier clé, dont on a parlé Olivier, pour l'adoptabilité, l'adoptabilité, que ces plateformes soient utilisées, adoptées, et adaptées également aux besoins des utilisateurs. Oui, tout à fait. Alors, l'inner source, alors, on parle aussi de donc, open source en interne. On parle aussi de communauté. D'autres entreprises ont rendu populaire les guildes qui permettent d'avoir différentes communautés. C'est un levier qui est important, mais c'est un levier qui est nécessaire. Sans adoption, tu vas pas aller assez loin. Il y a un truc qui était vraiment intéressant dans ce que vous disiez dans la discussion tout à l'heure. C'était que on parlait des équipes plateformes. On a parlé d'accompagnement et de SAV de la plateforme. Ça, c'est des équipes alors, dans le modèle, il y a un bouquin qui est très connu qui s'appelle Team Topologies par Matthew Skelton et Emmanuel País. Et donc, il est dans les notes du podcast. Vous avez le lien vers ce bouquin, évidemment. Voilà. Et donc, eux, ils modélisent 4 types d'équipes. Donc, on parle de l'équipe plateforme. OK. Il y a les équipes produits qui sont des équipes importantes. Donc, ils appellent ça les Stream Aligned Teams. C'est des équipes qui sont alignées à des flux d'entreprise. Un flux, un service de l'entreprise qui est fourni à des clients finaux. Et puis, il y a les équipes d'enablement, d'accompagnement, qui sont là pour faire le pont entre les services fournis par la plateforme et les équipes produits. C'est-à-dire que les équipes produits sont des équipes petites potentiellement, ou en tout cas qui n'ont pas toutes les compétences pour savoir au mieux utiliser, je sais pas, la plateforme de CI/CD, les modules CDK ou CloudFormation ou Terraform pour mettre tout ça en œuvre, ou mettre en place justement un Cloud Development Environment, un CDE, pour avoir son time to Hello World, dont parlait Claude un petit peu plus tôt, très rapide. Donc, les équipes d'accompagnement sont là pour aider et aussi faire le pont pour ramener en fait les expériences. J'ai aidé cette équipe produit. Il manque cette fonctionnalité-là. Là, on a raté complètement. On a raté l'observabilité, par exemple. On n'a pas de connectivité OpenTelemetry, par exemple. Et donc ça, c'est le boulot des équipes d'enablement, d'accompagnement, de revenir vers l'équipe plateforme et potentiellement d'implémenter ce qui manque même. Ce ne sont pas juste des équipes de consulting, c'est aussi des équipes qui implémentent et qui font pour qu'on ait une plateforme vivante. Et une plateforme, il y a une analogie que j'aime bien qui est utilisée par Gregor Hoppe dans un autre bouquin qui s'appelle La stratégie de platform engineering. Et dont les notes, dont le lien est évidemment dans les notes du podcast également. Qui dit qu'en fait, donc cette analogie, c'est votre plateforme, c'est un bateau qui doit pouvoir monter et descendre avec la marée. D'accord. Donc l'idée, c'est pas que le bateau soit à une altitude constante par rapport à votre fond, mais qu'on puisse monter là avec la marée. Pourquoi ? Parce que si vous êtes basé sur le cloud, exemple, c'est que le cloud, les fournisseurs de cloud vont vous ramener des fonctionnalités nouvelles constamment, de la nouveauté, des nouvelles capacités. Il faut que votre plateforme puisse en tirer parti. Et il se peut que des services que vous aviez développés spécifiquement dans la plateforme, votre plateforme interne, soient maintenant fournis par le cloud. Et donc,
c'est pas quelque chose que vous voulez garder. Pourquoi? Parce que vous voulez pouvoir monter aussi en capacité. Et donc, plus vous gardez de choses dans la plateforme que vous avez à maintenir, plus ça va vous tirer un petit peu vers le fond. Donc, cette idée du bateau qui monte avec la marée, je trouve la plateforme qui est hyper intéressante. C'est marrant parce qu'on est parti de la technologie, c'est quoi une plateforme, etc. Puis très vite, on a dévié vers les gens, ce qui est un facteur clé pour l'adoption de la technologie. Et puis on a encore monté d'un cran au niveau organisationnel, comment structurer une entreprise, ou en tout cas les départements IT, métiers, en tout cas les départements techniques d'une entreprise, pour s'adapter à cela. Vous diriez que le succès d'une approche platform engineering, c'est ce triangle entre technologie, gens et organisation? Ce n'est que ça, finalement. Ce n'est que ça, et je fais un parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure. On n'a rien inventé, ou en tout cas, on met des concepts qui sont plus simples, mais il y a un certain nombre de choses qui existaient déjà. Tu sais, qu'on faisait des frameworks il y a un certain nombre Ouais, d'années. il y a 20-30 ans, dans les boîtes où je travaillais, il y avait un groupe d'architectes qui mettaient en place des frameworks, mais c'était pour une application. Enfin, je veux dire, c'était des librairies de code qu'on ajoutait dans une application. Il n'y avait pas encore cette approche déploiement, la partie run n'était pas vraiment incluse. Et puis tu avais aussi des personnes qui faisaient du training sur les frameworks. Mm-hmm. Mais c'était très descendant, en fait. Je crois que la nouveauté de tout ça, c'est d'avoir une approche moins descendante, donc d'avoir une approche qui part des besoins métiers, qui admet finalement aussi que le métier des développeurs est de plus en plus complexe, parce que il y a énormément de choses à faire, et qui essaie de simplifier tout ça avec une approche collaborative et structurée. Donc Team Topology, c'est finalement, enfin, définit un modèle mental qui est très puissant parce qu'il est très simple et parce qu'il permet de s'adapter à de nombreux cas d'usage ou à de nombreuses entreprises. Mais quand on garde ce modèle-là en tête, qu'on comprend que les enablement teams ou les enabling teams, finalement, sont des équipes de facilitation, d'adoption, mais qui font aussi cette boucle de retour sur les usages qui sont faits et comment les transformer, ben on est déjà dans une approche, on va dire de platform engineering ou de de structuration d'entreprise qui est beaucoup plus saine que ce qu'on voyait avant avec des injonctions dictées par des standards Top down. immuables Voilà, UML. exactement. Ou les BPL pour ceux qui se souviennent de ce que c'est les business process. Je vois Olivier qui sourit, on a des cheveux blancs tous les deux, on se souvient de la même chose. Il y a un point que tu as levé avec l'analogie du bateau, Olivier, sur lequel je voudrais revenir. Dans les frameworks, et donc je suppose dans les plateformes aussi, il y a des plateformes très ouvertes qui s'adaptent à beaucoup de choses, et puis il y a des plateformes plus directives, en anglais on dit opinionated, qui ont une opinion qui oblige la développeuse à aller vers une direction. Un bon exemple de produit très opinionated chez nous, c'est Amplify par exemple, le framework qui permet de créer des applications web et mobile. Si on l'adapte, il y a une manière de faire de l'API, il y a une manière de faire de l'authentification, ça va très vite, c'est très facile si on choisit cette manière-là, mais si on essaye de lutter contre le framework, ça peut devenir très compliqué. Est-ce que dans les plateformes que vous voyez, désolé, c'est une longue question, c'est une longue introduction, est-ce que dans les plateformes que vous voyez chez les clients, il y a une tendance pour des plateformes super ouvertes, ce qui permet de monter, de descendre avec la marée, comme tu l'as dit, ou plus opinionated, qui permettent d'être plus productifs peut-être aussi, et de rentrer dans les clous des règles de l'entreprise plus rapidement? Ouais, c'est une très très bonne question. Je pense qu'une plateforme doit forcément avoir une opinion. Par contre, une plateforme ne doit pas avoir un périmètre qui est trop large. Donc, finalement, tu vas te retrouver avec plusieurs plateformes qui vont avoir un périmètre connu avec une opinion, mais ça va être gérable. Par exemple. Exemple, tu peux avoir une plateforme pour gérer tout ton flux si tu fais des modèles de machine learning. Tout cet aspect MLOps, donc comment tu gères la construction de récupération de tes données, comment tu gères la compilation de ces données-là, comment tu gères une plateforme de type MLOps, ça va être quelque chose qui va avoir différents composants, et donc elle va être spécialisée, elle va avoir un périmètre. Avoir une opinion pour cette plateforme-là, ça fait sens. Avoir une opinion pour une plateforme documentaire qui va fournir des services justement de résumé, de documentation,
pouvoir poser sa documentation d'analyse de formulaire, des choses comme ça. C'est pareil, tu auras une opinion, mais c'est quelque chose qui va fournir des services très précis pour ton entreprise. Et donc, avoir l'opinion, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Et là, on rajoute une dimension à la matrice, parce que je parlais de mon triangle tout à l'heure. Tout d'un coup, il prend un aspect multidimensionnel. Tu parles de plusieurs plateformes dans une entreprise, suivant le type d'application. Une plateforme data, une plateforme pour les web apps, par exemple, etc. C'est quelque chose que vous voyez aussi, une approche multiplateforme spécialisée dans des domaines techniques spécifiques. Oui, alors il y a des plateformes fondations qui vont être sous ces plateformes-là. Mais effectivement, oui, bien sûr, il y a ces multiplateformes. Ou en tout cas, alors les équipes peuvent être un petit peu concentrées ou factorisées. Mais par contre, les approches spécialisées, ça, oui. Ouais. Claude ? Si je peux me risquer à rajouter une dimension dans ta matrice, il y a une petite dimension culturelle aussi. Explique-moi ça. En fait, on a en France, on a la particularité que chaque ingénieur a envie de rajouter sa petite pierre à l'édifice, ou en tout cas de pouvoir customiser, ou en tout cas on a l'impression que chaque application est très spécifique et différente de celle du voisin, alors que les frameworks sont très ressemblants. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que plus on commençait avec des plateformes qui étaient ou des produits qui étaient très très opinionated, en tout cas en France, très très opinionated, en disant c'est comme ça et on va pas dévier, et plus on a des chances de tirer à côté. Donc nous généralement on s'adapte, et en fonction des clients, et c'est le côté culturel, et on va plutôt essayer de partir de choses qui sont opinionated mais pas trop, donc d'applications web on aime bien parce que ça parle à tout le monde, et puis on peut trouver des consensus, et au fur et à mesure on va, avec le temps, avec les retours et les avis des clients, on va aller spécialiser au fur et à mesure sur des choses dont on a besoin, dont les clients ont besoin, et l'opinion va se préciser, je vais dire. Mais donc un conseil, c'est oui, il faut être opinionated, on peut pas non plus plaire à tout le monde, ou en tout cas vouloir faire un produit qui sied à tout le monde, sinon il conviendra à personne. Mais quand même, il faut garder un peu de flexibilité, et arriver avec un produit, on va dire, attrayant, qui permette aux gens de donner leur avis et qui permette aux gens de le customiser un peu. Et c'est toujours, on adopte toujours plus quand on a l'impression d'avoir mis un peu sa petite patte. Quand je parle plateforme avec des clients, souvent ça rime avec Kubernetes. Je sais pas pourquoi. Il y a cette espèce de on a Kubernetes, donc on a une plateforme, enfin ou presque, ou on va faire une plateforme sur Kubernetes. Mais non, enfin on peut faire une plateforme sur autre chose que Kubernetes. On est d'accord. On est d'accord. Une plateforme n'est pas, le Kubernetes n'est pas un prérequis à une plateforme. J'étais à PlatformCon il y a quelques semaines à Paris, et il y avait notamment des personnes comme Kelsey Hightower, qui est connu dans le monde Kubernetes un peu, ouais. et qui faisait un petit peu, ouais, et qui faisait sa keynote, et qui disait lui-même, non, mais d'ailleurs ça a été enregistré, non, il n'y a pas besoin de Kubernetes pour faire du platform engineering. Par contre, c'est vrai que Kubernetes peut être hyper intéressant pour fournir à certains une opinion déjà. Comment on fait une installation d'une application en utilisant Helm-charts, par exemple, et comment on gère ces différents composants. On a plutôt des clients, certains clients qui ont vraiment dit non, mais sauf cas d'usage qui auraient besoin de Kubernetes, nous, notre plateforme, elle est serverless d'abord. Et on peut faire du serverless avec Kubernetes, mais elle est déjà serverless. Et ensuite, on va répondre à nos exigences internes, et on verra derrière si on a besoin d'activer Kubernetes. Donc c'est pas un prérequis pour faire des plateformes. Après, ça fournit des services très très intéressants suivant la taille de votre entreprise et de vos cas d'usage. Il n'y a pas de dogme sur ce sujet. Si vous comprenez l'anglais, j'ai enregistré un podcast en anglais avec des gens d'Adobe qui expliquent comment ils ont mis en place la plateforme interne d'Adobe sur Kubernetes. C'est pour ça que je fais le lien, et je vous mets le lien dans les notes du podcast. Vous qui travaillez au quotidien avec des clients qui mettent en place des plateformes internes, quelles sont les tendances que vous voyez, quelles sont les évolutions? Alors, on va pas y couper, on va parler d'IA générative. Ah, tiens, ça me manquait, tiens.
Ça nous avait manqué, on l'avait pas trop cité depuis, mais depuis le début du podcast, je crois on en a parlé une Un fois. tout J'en ai petit peu cité au une début, fois. ouais. Mais oui, ça va être finalement comment est-ce qu'on est capable d'accélérer la création de primitives de la plateforme avec de l'IA générative. Et ça va être finalement comment est-ce qu'on est capable de monter en puissance et de monter et d'accélérer euh, sur euh, sur la création des composants de la plateforme, mais c'est pas forcément la création, ça peut être aussi le testing, ça peut être l'intégration de ces composants avec d'autres composants, ça peut être, Olivier en parlait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut, quand on a intégré un composant de la plateforme et qu'on en a plus besoin ou qu'on veut utiliser un service cloud par exemple ou plus, si on veut plus ne plus utiliser un service cloud, comment est-ce qu'on est capable de refactoriser ce module de façon rapide en fournissant les mêmes services. Donc oui, la plateforme ou les plateformes ont besoin d'IA générative de plus en plus parce que la pire chose qui puisse arriver à une plateforme, c'est qu'elle soit statique Qu'elle et ne bouge pas, elle n'évolue pas. elle n'évolue pas ou qu'on fasse face à ce qui va nous rappeler un peu nos anciens nos vieux souvenirs, qui fassent face à des montées de versions qui soient très complexes. Quand on passe d'une version à une autre, on perd en fonctionnalité, on est obligé de lancer des campagnes, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on est capable de faire ça. Donc Olivier et moi, on réfléchit à ces sujets à travers des frameworks ou des blueprints qu'on est en train de mettre en place. Donc on parle d'un blueprint ICAM, Ça veut dire quoi? ICAM pour Interacting, Knowing, Acting and Memorizing. Ah là là. Euh, avec une idée en tête, c'est comment est-ce qu'on est capable finalement d'avoir une expérience unifiée entre tous les environnements de travail du développeur, que ça soit l'IDE, que ça soit les outils qu'il va utiliser comme les CLI qu'il va utiliser, que ça soit aussi finalement les outils du SRE, donc peut-être les pipelines CI/CD. Comment est-ce qu'on est capable finalement d'exposer ou en tout cas d'utiliser l'IA générative dans tous ses composants et en étant capable de mémoriser un certain nombre de choses. Donc c'est un sujet passionnant qu'on essaie de de développer et qui nous prend pas mal de temps finalement. Ouais, je voulais rajouter aussi, j'ai eu une expérience, une petite anecdote, semaine dernière. Je travaillais à rajouter un composant front à une application interne. Voilà. Bon, un petit projet, un side project, on va dire. Et ce composant front, qui est composant public, fournissait un MCP, donc un modèle contexte protocole, finalement un moyen pour intégrer mon IA générative que j'ai dans mon IDE à la documentation de ce composant-là. Et donc, l'intégration de ce composant dans mon appli, c'est fait, donc en l'occurrence, j'utilise Kiro, mais c'est fait dans mon IDE de façon hyper simple. Et ce MCP, ce modèle Context Protocol, a vraiment aidé à intégrer un composant d'une plateforme que je connaissais pas. Et donc ça, c'est quelque chose de hyper intéressant de se dire que tous les composants de plateforme que vous avez développés, qu'on a développés, devant mettre des MCP pour qu'ils puissent être accessibles et utilisables facilement par les environnements de développement, on va dire, modernes. Ça, c'est un composant très, très intéressant et une expérience développeur qui est vraiment au top. Ouais, le MCP, c'est la nouvelle API. Maintenant, je pensais, quand tu parlais d'IA générative pour les développeurs, il y a aussi toute la configuration de l'environnement de développement où on peut, dans des outils comme QDeveloper, mettre du contexte, des règles de codage, des accès via des MCP à des bases de code internes peut-être, etc. Ça fait partie du rôle de plateforme également. Merci beaucoup pour cette question parce que je pense que c'est un sujet qui nous intéresse aussi et on n'aurait pas nécessairement abordé le sujet là. Mais merci d'en parler parce que ce qu'on s'aperçoit avec l'IA générative, c'est que tout le monde n'est plus au même niveau. On a des personnes qui sont très très productives parce qu'elles tirent le meilleur parti de l'IA générative et puis des personnes qui débutent ou qui n'ont pas le même niveau en IA générative. Et donc effectivement, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est à créer des environnements
de développement qui soit augmenté avec de l'IA générative, mais qui soit partagé par tous les développeurs, de façon à ce qu'on remette tout le monde au même niveau et qu'on fasse tout le monde grandir ensemble. En fait, je pense que c'est absolument indispensable si on veut que tout le monde tire le meilleur parti de l'IA générative et que les entreprises tout simplement tirent le meilleur parti de l'IA générative. Il faut que tous les développeurs aient les mêmes règles, les mêmes agents, les mêmes les mêmes règles, les mêmes agents, configs. et ça, à mon avis, à notre avis, enfin, je parle pour Olivier aussi, mais à notre avis, ça va être le combat alors je n'ose plus dire des prochaines années, peut-être des Les 3 prochains semaines mois qui ou viennent. Ça va tellement vite maintenant. Non, mais c'est vrai, il faut le temps de tirer toutes les entreprises, surtout les grosses entreprises ou le domaine public. Ça peut prendre des années, même si on parle en temps d'IA, d'IA générative. Mais donc, c'est intéressant de voir aussi comment le shift de plateforme, de framework vers plateforme, tourne aussi vers le poste de développement et la configuration du poste de développement qui aujourd'hui veut dire avoir les bons outils et encadrer les bons outils avec les bonnes règles, les bons agents. C'est ça. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets, hein, Olivier pourra en parler encore mieux que moi, mais c'est l'un des sujets, avoir des Cloud Environment Development, CDE, c'est l'un des sujets qu'on retrouve chez nos clients, ou comment est-ce qu'on peut avoir des environnements de développement cloud sur étagère, de façon à ce qu'on ne passe pas une semaine ou deux à configurer son poste. Donc c'est c'est ça, et à amener, donc il y a l'aspect environnement de développement, mais amener avec ça exactement les règles agentiques qui vont permettre de piloter au mieux les agents de développement et de test et d'opération. C'est un domaine passionnant pour ceux qui, comme beaucoup d'auditeurs du podcast AWS en français, s'intéressent aux outils de développement, aux techniques de développement et comment tout ça s'élargit par rapport à simplement utiliser un IDE sur son laptop et produire du code. Merci Claude, merci Olivier pour cette plongée dans le platform engineering. Je retiens qu'il y a plusieurs dimensions, qu'il y a le mot engineering adossé au mot plateforme et c'est important. Et puis les dimensions humaines et organisationnelles, l'impact sur les organisations également. Et 2 bouquins à la clé, je recherche mes notes. Team Topologies, tu vas me rappeler l'auteur. Matthew Skelton et Emmanuel País. Et Platform Strategy par Gregor Hope, qui est un de nos anciens collègues également, et qui a déjà été invité dans le podcast, pas le podcast en français, mais l'autre podcast en anglais que j'anime, et je vous mettrai les liens de cet épisode avec Gregor également. Merci Claude, merci Olivier pour votre temps. Merci à toi. Et vos explications très claires. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouveautés AWS des 2 dernières semaines. Mais d'ici là, quoi que vous codiez avec une plateforme, codez-le bien.